BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine et son influence navale croissante au Moyen-Orient. Alors la présence au mois d'octobre d'une demi-douzaine de bâtiments de guerre chinois autour de la péninsule arabique pour des manœuvres a suscité une très grande curiosité. Quel sens y donner? Quelques mois auparavant, Blake Herzinger et Ben Locovitz de l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient ont rédigé ce document. Ils expliquent que les capacités et l'engagement militaire de la Chine au Moyen-Orient semblent insuffisants à cette heure pour soutenir le niveau d'implication économique et diplomatique de Pékin et qu'en conséquence, les États-Unis devraient se préparer à une expansion navale chinoise majeure dans cette région. En 2008, la première force opérationnelle d'escorte navale a été envoyé. C'était dans le golfe d'Aden, le début de dizaines d'autres de ces missions destinées en fait à protéger la marine marchande, qu'elle soit chinoise ou autre, d'actes de piraterie. L'armée chinoise a ensuite établi en 2017 sa première base à l'étranger, c'était à Djibouti et qui donne sur la mer Rouge. C'est avec l'ensemble ou presque des marines militaires de cette région que des partenariats ont été noués. Les escales des navires de guerre sont manifestement associées, je cite, au renforcement de l'intérêt pour les nouvelles routes de la soie et à la facilitation d'accords commerciaux et d'accords sur les infrastructures. Et un point aussi essentiel de cette présence navale croissante vise à se donner les moyens, le cas échéant, de sécuriser les voies essentielles pour les flux d'approvisionnement en pétrole, si tant est qu'un jour les États-Unis, en cas de conflit, veuillent les bloquer vers la Chine. La marine américaine devra donc s'habituer, nous disent les auteurs, à opérer plus fréquemment aux côtés de celle de la Chine, alors que les auteurs relèvent que les forces américaines en déclin, je cite, sont redirigées vers l'Asie orientale. C'est la conception de la mer lointaine des uns et des autres qui est en train de changer. On parle de harcèlement, Benahouda. Ensuite, ça se passe au Pakistan et une étude mesure l'impact du harcèlement sur l'engagement au travail d'employés en début de carrière. Oui, c'est une recherche collective d'universitaires, 4 au Pakistan et une en Australie. Ils ont tenté ensemble d'évaluer l'impact sur l'engagement dans leur travail de salariés du secteur bancaire, dotés de moins de 3 années d'expérience. Ils ont obtenu pour cela la collaboration de 384 employés de 7 succursales bancaires différentes à Lahore. Lahore, c'est la deuxième métropole pakistanaise. Iqra Javed et ses co-auteurs partent du postulat que la productivité est gravement entravée au Pakistan, comme absolument ailleurs, par le harcèlement dans le lieu de travail. Ils en établissent d'abord les paramètres, et puis ils les croisent dans un contexte culturel particulier, celui de cette nation de l'Asie du Sud. Il en ressort que les pratiques d'intimidation, écrivent-ils, provoquent une diminution de l'engagement dans ces tâches, là où avec plus d'expérience professionnelle, on tient davantage le choc, selon les éléments de cette enquête scientifique. Et ces nouveaux venus se défendent dans le silence, qui consiste en fait en une dissimulation intentionnelle, je cite, de ces idées censées bénéficier à l'activité, bénéficier à l'entreprise. L'employé qui s'estime harcelé par un supérieur, par un collègue, pratique ainsi la rétention d'informations relatives à l'organisation, susceptibles ensuite d'être bénéfiques à la productivité de sa banque. Il y a en cela une rupture du contrat psychologique dont les éléments sont modélisés ici en fonction des réponses de ces salariés interrogés, je le rappelle encore, à travers la ville de Lahore. Et ces chercheurs considèrent qu'en conséquence, les cadres dirigeants de ces banques pakistanaises ont tout intérêt à élaborer des stratégies de promotion et de lutte contre le harcèlement et l'intimidation sur le lieu de travail avec un processus normé de ressources humaines identifiées pour les recours. Les gains pour l'entreprise, écrivent-ils dans cette démonstration pakistanaise, dépasserait le bien-être de ses salariés. Et on termine notre tour du monde par l'Argentine. Benahouda, alors vous avez une manière assez originale de mesurer la perte de pouvoir d'achat. Vous comptez ça, vous, en kilos de grillade en moins? Oui, viande de bœuf, 57 kilos de grillade en moins en 7 ans avec un salaire en Argentine. L'assado n'a pas été un thème de campagne durant l'élection présidentielle dont nous allons bientôt connaître l'issue dans ce pays. La grillade traditionnelle, l'assado, la grillade traditionnelle de bœuf en famille, entre amis, représente vraiment un trait symbolique de la culture des Argentins. Mais comment préserver une telle coutume quand l'inflation dépasse maintenant les 140%? Alors les experts de l'Institut d'économie de l'UNADE, c'est l'université argentine de l'entreprise, analyse à quel point c'est devenu difficile. En janvier 2017, sur le papier, un consommateur argentin qui touchait le salaire moyen pouvait s'offrir, disons sur l'année, 189 kilos d'assado.
En septembre 2023, il doit se contenter, entre guillemets, de 132 kilos. 57 kilos de différence, donc d'où le titre. Cela représente une amputation nette de son pouvoir d'achat sur cette période de 30%. Autre enseignement à l'échelle mondiale, l'Argentin reste le plus amateur de viande bovine, mais en une trentaine d'années, cette consommation a quand même diminué de pratiquement un tiers. Ils sont à 51 kilos par personne et par an. Cette étude détaille comment aussi les familles se reportent sur des viandes de substitution, le poulet, le porc, en sachant qu'un kilo de poulet coûte la moitié d'un kilo de bœuf. Et malgré tout, la diminution de la consommation de viande bovine ne suit pas le rythme frénétique de l'inflation, qui est vraiment beaucoup plus soutenu, à tel point qu'à partir de 2018, ces experts de l'UNADE comptabilisent une remontée de la consommation spécifique d'Assado, qui ne colle pas vraiment avec la détérioration du pouvoir d'achat. C'est comme s'il y avait donc des arbitrages, des sacrifices personnels pour cette coutume culinaire, cette coutume culturelle qui s'opère pour sauvegarder la tradition de l'assado. Mais Fausto Spotorno et ses collègues préviennent quand même que si ces grandes tendances se poursuivaient ainsi, il y a de fortes chances qu'à l'avenir, pour la première fois de son histoire, l'Argentine mange plus de poulet que de bœuf, et ce serait en quelque sorte une civilisation bousculée. Passionnant, passionnant, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, Benahouda. Merci. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.